Voilà, samedi 10 février 2023, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, le plaisir pour nous de vous avoir très nombreux en train d'attendre cette émission du samedi, le rendez-vous de débat d'actualité politique avec des journalistes, des analystes indépendants. Ils analysent l'actualité de la République démocratique du Congo, les enjeux, les questions brûlantes, les questions de l'ère, pour finalement vous permettre à vous qui êtes à la maison de dégager une certaine opinion sur ce qui se passe dans notre pays. Alors, Ben Kayembe, bienvenue à Congo Presse sur cette grande maison de médias CML 13 Télévision. Merci une fois de plus, cher Francis. Aujourd'hui, c'est un plaisir, c'est un honneur de se retrouver sur ces beaux cadres, ces beaux plateaux pour échanger. Mais j'ai un petit biscuit. Allez, un petit biscuit, allez-y. Énormément. J'ai été contacté par les habitants de la commune d'Engalema, plus précisément les quartiers Manenga vers Ipeko. Les gens qui fréquentent DGC peuvent comprendre quelque chose. Il se passe un phénomène là-bas, des jeunes hommes identifiés comme appartenant à cette histoire qu'on appelle force du progrès, et que ces gens-là se constituent en milice. C'est encore cette histoire de... Oui, c'est qui encore je ne sais pas qui les chapeaute maintenant. Les jeunes, je ne sais pas, c'était... Nous apprenons... C'était encore Fils Moukoko, je ne sais pas, actuellement, c'est chapeauté par qui. Oui, nous apprenons que ces groupes de jeunes hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la loi. Ça veut dire... Lorsque vous avez, par exemple, enfreint la loi quelque part et qu'il y a un membre de la famille ou un monsieur du quartier qui les appelle, ils viennent vous arrêter chez vous à la maison. Ils ont même leur propre prison en plein capital. Et qu'est-ce qui se passe? Même la police, je me permets de citer parce que la population est prête à témoigner contre ces bureaux de police, PNP vers IPECO on appelle. Ces policiers-là, qu'est-ce qu'ils font? S'il y a un Koulouna qui est très turbulent, on les transfère dans les cachots même de ces agents-là, les jeunes qui s'identifient comme ces des forces du progrès. Je me dis aujourd'hui, en République démocratique du Congo, en plein ville, en plein capitale, comment on peut laisser de telles histoires une force illégale en République démocratique du Congo, et puis sous l'œil impuissant des hauts cadres, non seulement du parti, et même de la République démocratique du Congo. Je me demande ici si le commandant du commissaire, comment on l'appelle déjà avec ces nouvelles appellations? C'est pas SIAT. Les SIAT, c'est le commandant des SIAT qui gère, hein, ouais. Je crois bien. Si celui-ci est informé de faits pareils, les gens ne sont même pas en mesure d'aller accuser chez la police parce que la police est informée de la situation. D'ailleurs, la police envoie d'autres récalcitrants dans les cachots de ces jeunes gens-là. Je pense que des choses comme ça sont des choses à ne pas laisser passer en République démocratique du Congo parce que on nous a déjà dit que les pays ici est Koufa, mais ne continuons pas à détruire. Faisons l'effort à relever. Le président s'est expliqué sur cette phrase prononcée, je crois, lors de sa tournée au grand Kasaï. C'était au Sonkourou qu'il a dit Mokango c'est Koufa et l'eau. Alors Gilbert, comment vous allez? Bienvenue à Congo Presse. Merci, je vais très bien en tout cas. Je salue tous les téléspectateurs. Voilà, c'est ma deuxième participation sur ces plateaux d'honneur. Les rendez-vous dans Vabri. Bruit, je crois qu'aujourd'hui, comme les samedis passés, nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes. Ici, nous analysons les faits d'actualité comme indépendant, comme journaliste indépendant. Alors, je ne suis pas, par exemple, du pouvoir, je ne suis pas aussi de l'opposition, je suis aux côtés de la vérité. Vous êtes aux côtés du peuple? Du peuple congolais, voilà. Je ne suis pas au milieu du village, j'aimerais être aux côtés de la vérité. Conformément au contrat social entre journalistes et la population. Alors, vous n'avez pas un petit biscuit, un sujet ou carrément? Donc, pas grand chose à signaler, sauf que j'ai eu beaucoup d'échos positifs lors de ma première prestation ici. Ah, ok. Beaucoup de gens m'ont appelé, m'ont félicité, t'ont félicité également, surtout toi, pour la qualité de cette émission. Pour les encouragements. Ok, en tout cas, nous allons poursuivre avec cet élan-là jusqu'au moment opportun. Merci beaucoup. Il s'appelle Raphaël Doumbé. Comment vous allez? Je suis très bien cette fois-ci.
Parce que... Ah, cette fois-ci, okay. Par rapport au temps passé, parce que je commence à voir le président qui commence à se lamenter publiquement. Là, je pense que cette fois-ci, il peut se décider. Je m'explique. Le président s'est lamenté où? À quelle occasion? Je prends le bon. Et sur quel sujet il s'est lamenté? Sur le sujet, je ne sais pas si on aura le temps d'en débattre ici. Le sujet de l'EAC. Sur son couloir, on va revenir. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qui fera le débat de ce soir. Il faudrait qu'on évalue quand même l'action de cette force aux côtés de FARDC. Allez-y. Merci. Il ramasse un monsieur, un soldat sur son couloir et le président regrette. Parce que dans beaucoup de temps, lui n'agit pas parce que selon lui, il pensait que la diplomatie pourrait marcher avec M. Kagame et ses acolytes. Mais au moins cette fois-là, avec ses exclamations et son regret, je suis sûr qu'il peut revenir sur ce que nous lui disons tout le jour comme compatriotes, de maintenant agir. On a trop attendu. Nous vivons quelque chose qui empêche un déroulement normal de la société. Et cette fois-là, s'il nous permet qu'on puisse réellement agir en faisant ce qui est important, ça sera bon. Et cette fois-là, pour aujourd'hui quand même, je suis bien. Et on vous salue de partout là où on a toujours eu l'entendement et la lecture de ce que nous faisons ici. Vous avez les félicitations pour seconder mon frère et tout le monde qui nous suit, qui nous encourage. Merci, on est là au travail de la nation. En tout cas, nous remercions quand même très sincèrement le téléspectateur de CML 13 Télévision, très particulièrement ceux qui suivent Congo Presse chaque samedi à 16h. Nous avons des échos. Nous vous disons quand même merci par rapport à vos encouragements. C'est avec dévouement qu'on travaille. Nous avons accepté de travailler pour la population. Alors, Vincent Mouzoumou. Francis Ochoudi. Comment ça marche, cher ami? Bonjour. Nous ne dirions pas que nous sommes bien portants parce qu'à Saké, ça ne va pas. Nous ne dirions pas ici que nous sommes en forme parce qu'à Chabouna, ça ne va pas non plus. Nous ne dirions pas non plus que ça marche parce que la partie orientale est en ébullition avec cette menace de tous ces rebelles qui minent la partie est de notre pays. Mais nous constatons que le pays est debout et le commandant suprême est en train de s'assumer. Et si vous permettez, je suis toujours dans mon temps, je n'ai pas le biscuit, mais je voudrais peut-être pas interpeller, mais rappeler les confrères Ben Kaembe qui dans son biscuit... Vous commencez déjà avec de... Oui, je trouve qu'il est important que je puisse revenir. C'est un confrère que j'affectionne beaucoup par sa capacité d'analyser, mais j'ai comme l'impression qu'il a tapé tout droit dans le mur. Quand il dit qu'il a été contacté par les habitants de la commune de Ngaliema, qui lui ont dit noir sur blanc qu'il y aurait un groupe dénommé la Force du Progrès qui impose la loi en Ngaliema. Il dit qu'ils ont même un cachot. Il faut rappeler ici que cette Force du Progrès, c'est une structure apparentée à l'UDPS. Je n'ai pas des évidences, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. Je ne sais pas si c'est la même structure, mais à ce que je sache, il y a une structure, Force du Progrès, apparentée au parti présidentiel. Je vous concède ce que vous avez à dire, mais je voudrais rappeler à Ben Kaye, mais je suis un peu tiqué parce que je n'ai pas senti le travail des journalistes qui a été fait en amont tout comme en aval. Pourquoi? Ben étant un professionnel de l'information, il ne peut pas se limiter à un simple appel. On m'a appelé. Quand on m'appelle, on considère un appel téléphonique comme étant une source d'information. Ce qui est bien pour un journaliste. Mais le travail suivant est d'aller aux cheveux et d'aller sur le terrain, vérifier ce qu'on nous a dit pour amener une bonne information. Mais j'ai constaté que Ben n'a pas été aussi très professionnel. Comme, il a été superficiel. Il a été superficiel, il n'a pas creusé et il a pris le risque de venir sur un grand plateau de télé pour raconter sa vie. Moi, à sa place, j'aurais voulu m'éteindre. Alors, bref, ici, Ben a raconté sa vie à la place de donner l'information. Mais parce que sur sa dimension de... il est resté, il a fait confiance à l'appel, à un appel. Vous et moi, les savions qu'on ne peut pas faire confiance à un appel, même à des documents. Il faudrait aller sur terrain, confronter les sources, avoir une information plausible qui est crédible, dont nous-mêmes, journalistes,
on dit généralement l'information de la première main. On voit un travail acharné d'un professionnel qui est descendu sur les terrains. Dans mon temps d'antenne, je voudrais aussi rappeler Raphaël qui a dit... Pas tout le temps. Allez-y pour chuter. Raphaël qui a dit que le président Tshisekedi s'est lamenté. Non, et c'était pas des lamentations de Jérémie. Ça, c'est ce qu'on appelle un leadership éclairé, parce que nous sommes dans des accords. Et déjà, le processus qui est entamé voudrait que l'EAC, c'est vrai, on va en parler, que l'EAC puisse s'imposer. Mais le président Tshisekedi a rappelé au commandant qui mène aux destinées de cette opération, qui ne l'a pas senti à l'œuvre comme on aurait souhaité voir l'EAC prendre une grande envergure sur les terrains. Et ça, ce n'est pas une lamentation, ça c'est un rappel à l'ordre. Je crois avoir dit ce que j'avais en prélude. Merci beaucoup. Je crois que Ben est certainement qui va revenir sur certaines allégations qui ont été tout à l'heure avancées par confrère Vincent. Quand vous avez dit le leadership éclairé, ça c'est Fati. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'on l'appelle le roi soleil. J'attends actuellement, il a plusieurs noms. Alors on va revenir sur ce plateau pour parler de la grande thématique de cette soirée. On va parler sérieusement. On ne comprend plus le travail que fait la force régionale aux côtés de FARDC. Est-ce qu'il est important à ce moment ici de continuer à faire confiance à cette force? Et depuis que cette force est arrivée à l'est de la RDC, aux côtés de nos forces armées, quelle est l'action qui a été menée jusqu'ici? Et par rapport aux objectifs assignés à cette force, est-ce qu'il y a des avancées? Par rapport à cette question, je voudrais bien commencer par, toujours avec Ben, pour qu'on évolue par rapport au timing qui nous a été quand même donné par la régie. Alors Ben, la force régionale à l'Est, c'est plus de 2 mois déjà. Quelle est son action, l'impact de sa présence à l'Est? Il y a des choses qui ont bougé. Faudrait-il continuer à faire confiance à cette force? Merci beaucoup, cher confrère, pour la question. Je l'ai toujours dit sur ces beaux plateaux, que j'aime pas à chaque fois me répéter lorsqu'on parle des terrains, échanger ou discuter avec mes confrères VIP qui sont toujours en mode, je vais dire ici, pardon, vous avez dit il y a des confrères à VIP. Oui, les confrères VIP, ça veut dire qu'ils ça veut sont dire là. Quoi, ça? Un confrère qui se réveille le matin, il prend le temps de se laver, il met sa veste et puis cravate et tout, il est dans son bureau assis. On l'appelle au téléphone. Allô, écoutez, ici à CC. Ah oui, d'accord, je vais faire un papier pour ça. Il est fait et puis il balance et tout. J'aime pas discuter trop en ce qui concerne la descente sur le terrain parce que ça, c'est notre cheval de bataille. Quand je donne une information ici, c'est un plateau où je suis invité, c'est pas le lieu pour moi de faire les comptes rendus, sinon de donner les détails de tout le temps que j'ai passé sur le terrain pour avoir l'information. Ici, je prends comme c'est un biscuit, je prends le temps d'en parler un tout petit peu. Il y a un plateau bien approprié pour moi pour étaler tout ce que j'ai eu à récolter sur le terrain. Donc, il ne faut pas faire ces débats de terrain avec nous. J'aimerais ici dire, lorsque vous parlez de l'EAC, je me demande quelle est la limite, quel est le seuil, ou sinon à quel niveau le chef de l'État va sentir que finalement, il n'est pas considéré, qu'il n'est pas respecté par les gens avec qui il partage la table à tout moment. Je me pose ici des questions. Donc ici, Fati n'est pas respecté par ses homologues. Je crois que la limite, c'est-à-dire que l'essai de l'intolérabilité pour lui est trop élevé, à telle enceinte qui est jusqu'à preuve du contraire, il ne sent pas qu'on ne respecte pas la voix de Félix Tshisekedi. Je l'ai dit pourquoi. Lorsque je réfléchis sur la guerre à l'Est, avant l'accession au pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, il était bien informé de la situation de l'Est. Ce n'est pas arrivé au pouvoir qu'il lui apprend que réellement, c'est le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo via les M23. Ce n'est pas lorsqu'il arrive au pouvoir qu'il apprend ça, il l'a connu depuis qu'il était à l'opposition. Mais il s'est entêté de faire l'amitié avec celui qu'il appelle aujourd'hui agresseur, au risque et péril. Il a amené ces messieurs-là à comprendre tout ce qui se passe en République démocratique du Congo parce qu'ils échangeaient sur tous les sujets de la République démocratique du Congo, à tel enceinte que Kagame même à mesure
de jeter de l'opprobre sur la gestion des faits Tshisekedi dans son pays. Vous avez entendu ce qu'il a dit tout récemment. Pourquoi j'insiste sur les faits? Aujourd'hui, lorsqu'ils ont signé les accords avec la force régionale, il y avait des missions à signer. Ce n'est pas 2 mois après qu'on va se rendre compte que réellement, cette force n'a pas une mission offensive. Nous l'avons dit ici sur ces plateaux. Dès lors qu'ils ont dévié la position du M23, nous l'avons dénoncé ici, que cette force n'aura pas une mission offensive. Depuis, je crois que ça faisait à peine 1 mois, les chefs de l'État n'ont pas entendu, ce sont des cloches pour revendiquer. Aujourd'hui, à court de moyens, on se donne la peine d'aller même pleurnicher vers un pays qui est 21e au monde, un pays pauvre. Un pays qui ne vit que des prêts, qui ne vit que des subventions venant de la France. On va aller là-bas se présenter comme un petit qui vient pleurnicher. Chez son aîné, on a tapé le petit qui va pleurnicher. Non, je vous dis, quand on parle de ça, moi personnellement, ça me fait tellement mal. Je suis Congolais, moi. Je n'ai pas où aller. Si aujourd'hui la République démocratique du Congo est menacée, moi, je n'ai pas où aller. Je ne sais pas si d'autres, en des secondes parties, ils iront passer le reste de leur temps. Moi, je n'ai que la République démocratique du Congo. Et nous voulons que l'intégrité de la République démocratique du Congo ne soit pas piétinée. Et donc, aujourd'hui, on commence, lorsqu'on a signé le protocole d'accord entre États, les chefs de l'État n'avaient pas rencontré à ce moment-là les commandants de l'EAC. Mais c'est maintenant que ça ne marche pas. Non seulement il continue à revendiquer chez les homologues présidents des autres États, mais il va jusqu'à se rabaisser par là avec les commandants. Mais finalement, mon cher, du chef de l'État, parce que celui-là, il subit les ordres. Mais c'est responsable. Non, ça veut dire que lui doit subir les ordres. Lorsque vous avez signé un protocole d'accord, on dit que vous avez une mission offensive. Lorsque vous allez sur le terrain, vous respectez l'ordre qu'on vous a donné. Mais lorsque vous allez sur le terrain, il ne respecte pas l'ordre. Ce n'est pas au président d'en devenir pour lui supplier encore, pour lui écouter. Il faudrait vraiment avoir une puissance offensive. Mais non. Alors vous pensez ici que Félix Tshisekedi est descendu plus bas? Qu'est-ce qui va nous bloquer encore aujourd'hui pour avoir la possibilité, ne serait-ce que de tenir tête face au M23? Qu'est-ce que vous voulez insinuer aujourd'hui? Que le M23 est plus puissant que la RDC réunie avec le Kenya, réunie avec l'Ouganda, réunie avec le Rwanda aussi? Parce qu'il faut le dire. Quand nous enregistrons, quand nous nous mettons autour de la table pour arrêter les stratégies, il y a même les commandants du Rwanda qui participent aux assises. Alors, donc ça veut dire que le M23 aujourd'hui est plus puissant que 5 États réunis. Donc il n'y a plus de raison d'attendre que cette force se traîne encore à l'Est. Il n'y a plus de raison. On les garde pourquoi? On les garde pourquoi? Alors, Gilbert, vous avez suivi la réaction de Ben Kaïmé par rapport à cette question de l'EAC. Est-ce que vous êtes de la même logique que cette force est inutilement installée à l'est de notre pays? Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Ben pour ces pertinentes analyses faites sur ces plateaux. Parce qu'ici, il ne faudrait pas à tout moment mettre des gants pour analyser la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes Congolais et c'est notre terre. Nous vivons ici, nous devons faire de notre mieux pour que la paix revienne dans la partie est du pays. Alors, d'abord, à mon avis, EAC, c'est une MONUSCO bis. Nous avons eu plus de 20 années la MONUSCO sur le sol congolais et la MONUSCO n'a pas pu éradiquer les groupes armés qui équiment l'est de la République démocratique du Congo. Comme si cela ne suffisait pas, le chef de l'État et le gouvernement fait appel à la force régionale. D'après les informations à notre possession, le gouvernement congolais avait déboursé 80 millions de dollars pour permettre à cette force régionale de combattre les rebelles. Retenez les chiffres. 80 millions de dollars. Et les militaires de la force régionale sont, je ne dirais pas dans des bureaux climatiques, mais climatisés, pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo sont au front pour combattre l'ennemi. C'est quoi l'importance? Ils font quoi exactement? Pourtant, la mission confiée à la force régionale était celle de combattre notamment le M23. Depuis qu'ils sont là, ils ne sont pas sur le terrain. Ils sont dans des bureaux climatisés. Et ce sont nos forces armées qui, nuit et jour, sont au front pour combattre l'ennemi. Alors, il y a actuellement une situation désastreuse au Nord Kivu. Aujourd'hui, la ville de Goma est partiellement étouffée.
asphyxiés. Pourquoi? Parce qu'il y a la route Rutshuru et Goma, et entre les mains de la rébellion du 1-23, la deuxième route qui est entre les mains de la rébellion du 1-23, c'est Kichanga par exemple. Kichanga est sous contrôle de la rébellion du M23. Et aujourd'hui, selon les informations à ma possession, parce que j'ai pris contact avec les habitants de Goma, ce sont eux qui m'ont livré ces informations. Aujourd'hui, la seule voie qui puisse permettre à la rébellion du M23 d'accéder dans la ville de Goma, c'est la cité de Sake. Aujourd'hui, il y a des combats entre les FARDC et la rébellion du M23. Si les M23 arrivaient à conquérir la cité de Sake, Goma sera tombé. Là, c'est la première hypothèse. Mais la seconde hypothèse, c'est qu'il serait un peu difficile que la ville de Goma soit tombée. Pourquoi? Parce qu'il y a trois raisons. Premièrement, Goma, c'est le siège général de la MONUSCO. Deuxièmement, Goma, c'est le siège, le quartier général de la fameuse force régionale. Goma, c'est aussi le siège de l'autorité provinciale, l'autorité militaire. Donc, le gouverneur est à Goma. Donc, pour ces trois raisons-là, il serait un peu difficile pour la rébellion du M23 de conquérir la ville de Goma. Alors, c'est quoi les problèmes? Le M23 voudrait, selon les informations à ma possession, n'est pas conquérir la ville de Goma, mais plutôt de ramener la guerre dans la partie au sud Kivu. Au sud Kivu. Pour permettre à ce qu'on n'ait pas les élections en décembre 2023. Parce qu'on va arriver, je crois c'est le deuxième sujet, la seconde zone opérationnelle pour l'enrôlement, c'est notamment les provinces de l'Est de la RDC. Aujourd'hui, il y a l'insécurité totale au nord Kivu. Et cette insécurité va maintenant traverser pour aller au sud Kivu, afin qu'il n'y ait pas les élections en République démocratique du Congo. Est-ce que vous estimez que le chef de l'État, à l'heure actuelle, n'a plus besoin de cette force pour quand même faire face au M23, d'autant plus que cette force n'a pas fait ce preuve, a prouvé ses limites? La première des choses que le gouvernement congolais doit faire pour l'instant, c'est de rappeler à l'ordre. Vous étiez venu ici, je vous ai confié un mandat offensif. Mais depuis que vous êtes là, vous n'attaquez pas les rebelles. Si le chef de l'État constate que la force régionale ne fait rien sur le terrain, c'est en ce moment-là que le gouvernement congolais pourrait prendre la décision de remercier la force régionale, parce que nous avons une armée aussi forte que la force régionale. D'après les dernières statistiques, nous sommes, je crois, la 9e en Afrique, devant le Rwanda, devant l'Ouganda, devant tous les pays agresseurs de la République démocratique du Congo. Donc on peut combattre seul. Ce qui est important, c'est de doter nos forces armées de moyens conséquents pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Alors, Versant Muzungu, vous sentez que parmi les missions qui ont été quand même données à cette force de l'AEC, c'est d'abord, cette force a une mission offensive. Maintenant, depuis que cette force est là, la force n'attaque pas. Et le contraire, c'est que quelques villes ou quelques territoires conquis par le M23, c'est sous les yeux impuissants de la force régionale. Est-ce qu'on peut toujours continuer à faire confiance et à attendre un miracle de cette force régionale? Merci, Monsieur Francis, pour la question. J'ai froid au dos et aux yeux également quand nous parlions de ce qui se passe dans la partie orientale. Les grandes nations qui vivent dans la quiétude depuis un certain moment, cela n'est pas un jeu du hasard, ce n'est pas également un cadeau qui leur a été donné. Ce sont des grands esprits plutôt, qui ont combattu les bons combats. Par cette citation, je voudrais dire qu'au regard de la mission qui a été assignée à l'IAC, je consens ici avec les compatriotes qui sont dans la partie orientale, qui ont exprimé leur désarroi, qui ont exprimé leur désolation par rapport à l'inefficacité de la force régionale qui est observée sur le terrain, d'autant plus que la sécurité n'est pas encore retrouvée comme nous aurions souhaité que cela soit d'actualité. En revanche, je constate ici qu'il y a un problème dans l'entendement des missions ou de la mission qui a été assignée à cette force régionale. Quand j'ai
questionné pas mal des documents qui étaient à ma possession. Vous avez trouvé quoi? J'ai compris que quelque part, dans la mission, il était également question d'équiper la force régionale. Et sur ce qui concerne l'effectif, nous ne connaissons pas l'effectif qui devrait être donné, qui devrait équiper qui devrait se déployer en République démocratique du Congo afin de lutter contre tous ces groupes rebelles. Qui devrait prendre la responsabilité d'équiper cette force. Et puis, des deux, on ne sait pas si toutes les troupes qui constituent cette force régionale sont déjà sur les sols congolais. Qu'à cela ne tienne. Mais ceux qui sont là, les contingents kenyans... Ils ont déjà fait quoi? On se pose la question, pourquoi les contingents kenyans n'arrivent pas à imposer la paix, n'arrivent pas à procéder par la force de dissuasion, bref, par l'offensif, comme l'a dit Ben Kaembe. Le commandant de cette opération, je l'ai suivi religieusement, il a dit qu'il voudrait finir d'abord la procédure qui est diplomatique. La procédure diplomatique, c'est-à-dire que le M23, comme cela a été coulé dans la feuille des routes du Luanda, puisse cesser immédiatement toutes les hostilités. Mais il faut attendre combien de temps pour attendre que cette... c'est une très bonne... Ces terroristes de 1v3 puissent libérer les espaces. C'est une très bonne relance. Moi, j'ai ici compris qu'ils sont des diplomates. Pourtant, l'idée principale n'est pas d'avoir des troupes qui vont jouer à la diplomatie. Est-ce qu'ils sont venus là pour la diplomatie? Bien sûr que non. Ce sont des militaires, ils sont venus au front pour imposer la paix par tous les moyens. Mais là aussi, la question est à relativiser. Pourquoi? Parce que quand nous parlons de l'EAC, il faut voir cette nation qui ont ratifié cet accord de l'EAC. Et aucun pays, aucune nation de l'EAC ne voudrait voir la guerre dans la partie orientale. Et surtout que la RDC, c'est un pays continent, vous le savez, avec tout ce qu'on a comme richesse, personne ne voudrait voir le sang couler. Et donc, quand ils se sont mis d'accord, ils se sont dit, si nous pouvons passer outre sans que le sang des Congolais tombe en cascade, c'est une bonne option. Mais cette option-là, malheureusement, n'a pas tenu. La résolution qui voudrait qu'on arrache la paix sans la guerre, à mon humble avis, j'estime que cela n'a pas tenu. Et donc, je comprends ici le ras-le-bol de nos compatriotes qui sont dans la partie est de la République. Mais est-ce cette force doit-elle toujours continuer dans la partie orientale? La question, elle est bonne. Mais moi, je pense que comme nous avons déjà ratifié les accords de l'EAC, il est grand temps que l'on puisse réévaluer ce qui est fait dans l'EAC. Parce que je sens aussi une sorte de complicité. Je ne peux pas comprendre que le Rwanda, qui est un pays qui nous agresse, est également partie prenante dans l'EAC et même dans la force régionale. A fait quand même chasser les officiers. Non, mais ça c'est bien, même dans la force régionale. Qui étaient au sein de la force. Mais c'est ça qui est bizarre, même dans la force régionale. Même quelques officiers rwandais étaient au sein de la force régionale. Même dans la force régionale, ces Rwandais ne devraient pas y figurer parce que le président Tshisekedi était clair. Mais comment ils se sont retrouvés là-bas? Là, il faudrait comprendre qu'il y a la malice. Et vous avez vu la réaction de... Uhuru Kenyatta, l'ancien président kenyan. Oui. Là, j'étais également écœuré. Je ne pouvais pas comprendre qu'il puisse prendre cette position. Comment voulez-vous que le Rwanda puisse se retrouver dans une force régionale qui est là pour imposer et on demande à la République démocratique du Congo de fournir des explications? Alors, moi, je pense que c'est que le président Tshisekedi doit faire, comme le confrère des droites a dit, le président Tshisekedi doit beaucoup plus miser sur l'armée. Notre armée, le FARDC, qui est en train de monter en puissance. J'ai suivi le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mosso, qui avait reçu Gilbert Kabanda, le patron de la défense et le chef d'état-major. Ils ont dit clairement que le FARDC est capable de bouter hors d'état de nuire les rebelles qui sèment la terreur dans la partie est. Et donc ici, il est important pour nous, pour le pays, pour les dirigeants, de prendre un peu les sursauts d'orgueil, comme l'a dit Mbosso. Ces sursauts d'orgueil voudraient que les FARDC soient à la ligne première afin d'imposer la paix et non de compter sur une quelconque force qui, les résultats sur terrain, laissent à désirer. Alors, Trésor Odoumbé, par rapport à cette question de la force régionale, qui pratiquement,
on le voit faire autre chose que ce qui devait être fait. Par exemple, quand on le voit en train de réparer les tuyaux de la régie des eaux, on s'est dit, est-ce que c'est une blague pendant que les vies des Congolais sont en danger et pendant que nos mamans sont violentées, pendant que nos terres sont entre les mains de terroristes du M23. Est-ce que cette force, on a encore besoin de cette force à l'est de la RDC? Merci beaucoup, Francis, pour ces jeux de paroles. Lorsque deux enfants se battent et sans solution, ils appellent les nénés. À l'arrivée de l'aîné, le premier acte qu'il posera, c'est d'abord prendre la chose en discussion. Et lorsqu'il faudrait, même dans l'absurdité, la restriction, cet aîné aura la part du lion. Là, je suis en train de parler de Évariste Ndayishimiye, c'est lui qui est même le président de l'EAC actuel. Et il l'a dit devant le président de la République. Est-ce le président de la République, vous le parachèvez, le nôtre, n'a-t-il pas compris que dans ce cheminement, il est l'unique dupé? Cette histoire me vient en tête parce que déjà l'adhésion de la RDC à l'EAC aurait quelques conditions sans lesquelles on n'aurait pas mis notre encre sur le papier. Déjà le fait que vous adhérez à une organisation où votre ennemi, je n'ai pas un autre terme pour qualifier le Rwanda, où notre ennemi figure. Qu'est-ce qu'on aurait fait en amont? C'est demander aux 4 autres, ou aux 3 autres, je dirais, de demander au Rwanda de cesser ce qu'il fait avant que l'on puisse signer. À défaut, que l'on signe. Mais lorsque nous devenons une famille, comment dans une seule famille, il y a des gens qui sont préjudiciés, il y a des autres qui sont privilégiés. Le Rwanda nous fait mal. Le Rwanda est partout là où on prend des décisions. Pour nous, le Rwanda tue et le Rwanda, par son président, parle de mal de mon président. Comment le Paul Kagame peut connaître ce que nous avons, peut connaître ce que nous sommes, s'il n'a pas une porte ouverte? Et cette porte-là a été ouverte par le président de la République, le nôtre. Il l'a présenté devant nous, devant tout le monde, au moins à l'époque, avait, pour les gens qui avaient encore la conscience debout, avait décrié cet acte. Et donc vous estimez ici que le plus dupé, vous l'avez dit, est Félix Tshisekedi dans cette affaire? Le président représente tout le Congolais qui croit à son combat et tous nous sommes dupés. Nous sommes dupés parce que il ne devrait pas aller jusque-là. Il ne devrait pas. Lorsque lui il parle, c'est ceux qui ont alerté avant que la RDC pose sa signature sur cette histoire. Nous avons été là. Il y a des vidéos. Il y a des gens qui ont refusé catégoriquement. On peut replayer ces vidéos. Et je disais de ce que le président nous trompe. Parce qu'au moins, lui, il peut être trompé, mais qu'il cesse de tromper ceux qui sont sous sa gouvernance. Il nous dit, avec le journaliste de France 24 et RFI, que les contingents kenyans partira de là où la RDC est coincée et repoussera l'ennemi. Les contingents arrivent, non seulement que soit c'est lui qui nous trompe, soit c'est lui qui a été trompé, qui nous a relayé l'information, soit le 2, ils contournent, ils sont devenus les réparateurs de la régie des eaux. N'y a-t-il pas une dichotomie entre se battre et être diplomate alors que vous êtes muni des armes et être réparateur? Lorsqu'on dessine, je ne sais pas, ça va s'appeler triangle ou quoi pour nos jeunes qui sont encore à l'école. Qu'est-ce que ça s'appelle? Vous dites, ils viennent pas là où nous sommes coincés. Ils contournent, ils sont devenus agents de patience de la diplomatie. Lorsque ça n'aura pas été, que l'on va combattre. Et ils nous ont dit quoi? L'EAC nous a dit, avec les histoires de Luanda et autres, que nous signons une feuille de route. En ayant un délai, le M23 va cesser. Et lorsque le M23 sera repoussé, le contingent va partir. Et on a vu, outre ce qui nous a été fait comme dupe, ces gens commençaient à rire, tirer de photos, ils sont là,
ils étaient en train de rire. Je ne sais pas si vous qui êtes agressé, vous pouvez accorder le don à celui qui vous agresse. Et sur les chaises, il y a des gens du Rwanda. Donc tout, parce qu'il fallait être circonscrit. Le président, parce que je parle beaucoup du président parce que c'est lui qui nous représente. C'est lui qui va. Oh, je ne sais pas aujourd'hui il est où, mais dans des pays où il se rend, il a toujours été interpellé. Pas une poignée, parce que beaucoup ont un ventre à famille. Vous ne savez pas si aujourd'hui il est où? Non mais il est en rodage. Président de la République, il a un pays qu'il dirige. Il est en rodage de son nouvel enchère et qui peut être partout pour sentir si ça va nous permettre d'ici les élections à le faire déplacer partout. Donc je ne sais pas. Là où il peut être après son passage au Palais du Peuple, il peut être déjà à l'aéroport. Ce n'est pas assez grand parce que c'est ce qu'on voit. Mais ce qu'il devrait faire pour nous rassurer un peu plus, parce qu'au moins 1 million sur 2 est dépourvu de ses arguments, que le président revienne, qu'il cesse de se lamenter. Mon frère Vincent m'est venu un peu au dos lorsque j'ai parlé de lamentation. C'est ce que le président fait. Partout là où il va, vous voyez ce qu'on fait, vous voyez ce qu'on fait à mon pays, ce n'est pas ça. Vous avez dit, tout le monde sait qu'on nous agresse. Qu'avez-vous fait? C'est ça la question qu'on nous posera. C'est ça la question que votre enfant vous posera. Papa, il y a quelqu'un qui vient chaque jour, il nous tape. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous accusez toujours. Non, vous voyez ce qu'on fait? Alors, par rapport à cette question, j'aimerais qu'on prenne, je crois, 50 secondes pour des propositions. Oui. Alors, je commence par vous, Gilbert. Alors, qu'est-ce que vous proposez? En 2 secondes, comme ça, on va prendre une. En dehors de la proposition faite de doter nos forces armées des moyens conséquents pour éradiquer l'ennemi, je crois qu'il est grand temps de faire la guerre au Rwanda. Il vient de le dire tantôt. Nous sommes agressés. On ne peut pas continuer tous les jours de pleurer alors que nous avons une armée forte qui peut combattre l'ennemi. Nous devons faire la guerre au Rwanda. Pourquoi? Parce que une fois j'avais lu un auteur très important, il s'agit de Schopenhauer. Il a dit l'homme c'est une créature dégoûtante. Vouloir la perpétuation de l'homme sur la terre, c'est vouloir la perpétuation du mal. Donc je ramène cette expression à Kagame. Kagame, c'est une créature dégoûtante. Vouloir son éternité sur la terre, c'est vouloir la guerre éternelle dans l'est de la RDC. Ce qu'il faut faire, mettre fin à cette histoire. Ce qu'il faut faire, c'est d'écarter Kagame, l'éliminer politiquement, diplomatiquement, s'il faudrait même physiquement. Mais je ne suis pas sur ce terrain-là. Donc Kagame, c'est une personne vraiment à éliminer politiquement et diplomatiquement, faire une grande guerre plutôt contre le Rwanda. Alors nous serons respectés. Aussi longtemps que le chef de l'État va faire des voyages, effectuer des voyages en Europe, en Afrique, partout dans le monde, en train de pleurnicher, il n'y aura pas la paix dans l'Est de la RDC. Il est évident que en relation internationale, la guerre c'est la règle et que la paix c'est l'exception. On a dit ce qu'on ne vient pas. Mais ce que nous voulons, un semblant de paix dans la partie Est de la RDC. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Vincent? Francis, avant de faire les propositions, permettez-moi de rencontrer vite fait Monsieur Raphaël qui a dit que le président Tshisekedi c'est le président le plus du pays dans l'organisation de l'EAC. Je pense que cette expression, cette rhétorique, elle ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que je ne vais pas vous faire la morale. Vous savez très bien ce que représente l'EAC. La RDC, c'est un pays, je l'ai dit, un pays continent. Nous sommes appelés à adhérer dans toutes les organisations parce qu'on ne peut pas vivre en vase clos. Un pays ne peut pas se développer même quand on ne retrouve pas la paix chez nous. Donc, soyez apaisés. Avant que la RDC n'apporte sa signature dans cette organisation régionale, il y a eu des accords, il y a eu des pourparlers. Et donc, la position que Kagame devrait occuper a été prédéfinie. Mais vous devez toujours tenir compte que Kagame, il est ce qu'il est. C'est un monstre. En Afrique, le président Tshisekedi n'a pas sa langue dans sa poche. Je voudrais aussi vite faire le nettoyage par rapport à ce qu'a dit Ben Kaembe, qui a dit que le président Tshisekedi, sa voix n'est pas respectée. Non. C'est pas que la voix du président Tshisekedi qui n'est pas respectée. Nous sommes dans la sous-région. Nous avons adhéré dans une organisation. Il y a des principes à respecter.
avant de faire la guerre, comme mon confrère de droite l'a dit, à un pays voisin qui est un voisin éternel, il faudrait avoir beaucoup de témoins. Le président Tshisekedi ne se lamente pas. Quand vous les voyez sillonner le monde, c'est pas par le goût de sillonner le monde, il n'en a pas besoin. Vous pensez que le président Tshisekedi rêve l'Europe ou l'Occident? Je ne pense pas. Il est allé, il part dans ces pays parce que sa nation va mal. Parce que son pays va mal. Comme nous sommes un pays faible, Kabila nous a laissé un pays faible. C'est quoi la prochaine destination? Kabila nous a laissé un pays faible. Vous devez le savoir. Que ça aurait été vous, Francis, président de la République, vous seriez toujours amené à avoir le même schéma parce que la solution ou l'option de faire la guerre, elle ne doit pas être une option singulière. Il faudrait que la communauté internationale qui fait semblant, qui joue au malvoyant, soit pris des témoins par tout le monde, par l'ensemble de notre peuple. C'est comme ça qu'on va taire Kagame une fois pour toutes. Mais bon, ça c'est Vincent Muzungu. Je n'entre pas dans l'analyse de son discours, mais du moins vous avez suivi ce qu'il a proposé. Alors Kayembe, vous avez suivi, vous avez analysé la question. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que nous, en tant que pays, devons faire maintenant pour mettre fin à ce théâtre qui apparemment c'est bien orchestré par cette force régionale et le M23? Merci pour la question. Entendre ce qui a été débuté sur ce plateau, je suis tenté même de remettre en cause l'appartenance de certains confrères sur ce plateau. Je me dis ici, comment ça? Lorsqu'on parle de la question de l'Est, on doit être au-dessus de tous les sentiments qu'on peut avoir. On doit être au-dessus des émotions. On ne doit pas ici faire des réflexions vraiment épidermiques. Il y a eu d'abord un problème d'approche ici avec l'EAC. Ça, on n'oublie pas. Les chefs de l'État n'ont jamais réussi à faire accepter à l'EAC, tyran ou sinon, écrit noir sur blanc dans un communiqué, que c'est les Rwandais qui agressent la République démocratique du Congo. Ça n'a jamais été acté. Raison pour laquelle, vous avez la photo derrière moi, il y a même le commandant du Rwanda qui est là. Parce que si en réalité, on a fait accepter à l'EAC que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo, on ne pouvait pas mettre dans cette force qui combat le Rwanda via le M23, un autre commandant aussi qui lui gère les troupes rwandaises. On ne peut pas le faire. Alors là, il faut rectifier quelque chose. Il n'y a pas eu de troupes du Rwanda. Non. Mais il y a non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. Je pèse bien mes mots. Vous parlez au passé. Parce qu'on a explicité des militaires du Rwanda qui faisaient partie des troupes de l'EAC. On nous a posé des questions par rapport à ça. Raison pour laquelle même il y a eu ces assises. C'est par rapport à ça. Comment l'EAC va nous obliger à avoir les militaires qui sont rwandais dans les troupes aussi longtemps qu'elle lui accepte que c'est le Rwanda qui nous combat? Ça veut dire que cette approche n'a jamais été acceptée. Parce que si cette approche a été acceptée et que l'EAC reconnaît que c'est le Rwanda qui nous a proposé, on va le faire. On parle ici de l'équipement, on parle des cessation des hostilités. Mais chers amis, c'est comme si on n'a jamais entendu parler de la guerre au monde. Donc vous allez vous réveiller un bon matin, il n'y a pas une force dissuasive, vous dites au M23 d'arrêter. Qu'est-ce qui va pousser le M23 d'arrêter? Aussi longtemps qu'il sait qu'il va vous battre. Qu'est-ce qui va lui pousser à arrêter? N'est-ce pas que c'est une force dissuasive? On le voit partout au monde. Lorsque ce pays-là a une force dissuasive, lorsqu'il parle à l'ennemi, l'ennemi c'était parce qu'il sait que la puissance ne fait pas m'écraser. Alors en termes de propositions, voilà. Parce qu'on dit ici, il a apostrophé ici le président Bosso. Le président Bosso a dit que les FARDC sont capables, ça veut dire de bouter l'ennemi dehors. Si ça ne marche pas avec les EAC, on va les chasser, on va laisser les FARDC les faire. Donc en République démocratique du Congo, il n'y a que le président de la République qui ne sait pas que les FARDC est à mesure de bouter le M23 dehors. Parce que le président de l'Assemblée lui rappelle au président.
Donc il y a que le président qui ne le sait pas. Parce que tout le monde l'a déjà dit. Non, tout le monde sur tous les plateaux. Vous donnez l'impression, non, mais vous donnez l'impression de ne pas maîtriser la notion de l'État. Je suis en train de faire des déductions. Ça veut dire que vous l'avez ici dit, que le président Bosso nous rappelle ici que le FARDC est à mesure de bouter les méthodes dehors. Donc il y a que le président qui avance avec l'ESC qui ne sait pas que le FARDC est à mesure de bouter les méthodes dehors. Non, qui est Mbosso? Mbosso, il est le président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que les décisions prises par le président, le président de la Chambre du Parlement, n'en est pour rien. Alors, donc, il est ignorant des décisions prises par le chef de l'État. Parce qu'il est ici, il est prêt. Il rappelle au chef de l'État. Il y a beaucoup d'amalgames. Il y a beaucoup d'amalgames. Le président a dit qu'il va voir le chef de l'État pour lui dire ça. Francis, permettez-moi de faire le nettoyage technique dans ce qu'il a dit. On parle de quoi? Donnez-moi quelques secondes. Je vous dis, dans les propositions. Si on s'en tient à ce que vous avez dit, ça veut dire qu'à ce stade, il n'y a que le président qui n'est pas informé qu'il est FARDC cette amnistie d'écouter les méthodes dehors. Donc le président Bosso va le faire. Il va aller rencontrer le chef de l'État pour lui dire, mon chef de l'État. Depuis tout ce temps, il faudrait que Mbosso aille rencontrer Tshisekedi. Mais il est dit. Si il était d'accord, ça veut dire il est chef de corps, il accompagne les décisions du chef de l'État. Si tel était le cas, il n'allait pas ici venir remettre en cause les choix du chef de l'État parce que le chef de l'État insiste et persiste de continuer avec l'ESC. Aujourd'hui, Mbosso dit qu'il n'est pas d'accord. Et je pense qu'il y a l'unique proposition, c'est celui-ci. Ça fait 240 jours depuis que les M23 ici, les soldats congolais. On ne parle plus de Bunagana parce que tu as donné que d'autres. Je me dis parce qu'on a commencé à compter à partir de là. Ça fait 240 jours, presque une année. Je me demande, est-ce que pendant une année, on n'était pas à mesure de renforcer les FARDC pendant une année? Alors, il y a une chose, cher ami. Il faut chuter. C'est lui qui est partout et nulle part. Lorsque le gouvernement s'hasarde, s'évertue à tout toucher à la fois, finalement, il est nulle part. On dit on doit se concentrer sur l'armée, mais par moment, on dépasse beaucoup d'énergie pour des constructions inutiles. Par moment, on est dans des projets futiles. Au lieu de se concentrer pendant une année, renforcer les FARDC. On ne le fait pas. Ça, c'est votre proposition. Mais Raphaël Odoumbé, votre proposition par rapport à cette situation, il est temps de nous permettre de prendre l'autre thématique. Mon frère Vincent dit que nous sommes obligés d'être dans toutes les organisations parce que nous sommes pays continent. Mais quand on vole votre richesse. Même lorsque c'est lui chez qui vous allez pleurer vous dit allez arranger la solution sur toi. On doit toujours on doit s'accrocher parce que nous sommes pays continent. J'ai un mal. Ce mal, c'est de voir tout Tshisekedi. Et ce mal a une certaine légalité lorsqu'on va partir même des attributs constitutionnels sur lesquels repose son autorité. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les propositions? Qu'est-ce que Mbosso devrait, dans son agenda, réécrire pour aller dire au président? Vous nous faites avancer, vous nous faites adhérer, mais au moins ceux à qui la confiance va, sont ceux-là qui viennent voler. Évariste nous a dit que nous prendrons les temps que vous vous battiez et lorsque la guerre va finir, on viendra vous remettre et cette fois-là, ce ne sera pas le total de ce que nous avons pris. Qu'est-ce qui a fait que l'on puisse amener les agents voleurs de l'EAC? Parce que nous sommes incapables. Parce que l'État, avec le flambé, empruntez-moi l'expression, de l'argent dans ce qui est congolais, on a entendu des chiffres sur les budgets. Avec ces chiffres, avec la levée du signalement de l'achat de matériel, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour qu'on fasse appel aux gens? J'ai aimé, parce que vous savez, j'ai les informations vérifiables et vérifiées. Les gens que vous voyez tout le jour, le président Kabila n'était pas le monstre. Il n'était pas les bons aimés. Je peux mettre ça au pluriel. Mais au moins, il s'est déplacé sans bruit. Aujourd'hui, le président qui va visiter sa copine avec qui ils ont étudié, ou qui que ce soit, mais sur le long de boulevard, le soldat que nous appelons communément Banamour. Et vous savez combien touche chaque soldat à sa sortie? C'est 200 000 francs.
Et si le président se promène une semaine sur les rues, il perd combien? Pourquoi l'argent que l'on dépense inutilement dans des courses inutiles, personne ne lui a dit qu'il y a le M23 qui est ici. Même moi, je peux avoir des discordances sur ce qu'il fait, mais je ne permettrai jamais qu'un intrus vienne toucher à mon président. Qui lui a dit que s'il circulait avec son cortège normalement et que l'argent que l'on fait dépenser au trésor public chaque jour, on ne peut pas donner. C'est pas ce qui se passe, mon frère. Allez-y. Ce qui se passe, on n'a pas tout le temps. C'est l'inaction, c'est le manque de volonté que nous avons pour soutenir ceux qui dorment dehors. On peut beau être en veste ici, mais il y a des gens qui dorment sous les arbres. Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils ont au quotidien? Ces gens-là ne sont pas motivés. Un soldat qui va en guerre, il n'a même pas un biscuit. Alors, vous n'avez pas de propositions à faire? Les propositions ne peuvent être pas nombreuses. Déjà, on n'a pas besoin de MONUSCO bis. L'EAC n'a pas de place. Il faut faire partir cette force. Notre armée, comme l'a dit au moins une fois le Pépé Mbosso, a quand même été intelligent. Il nous a dit que notre armée a le droit et a la force de tout faire. Que cette armée ait renforcer notre armée. Renforcer l'armée, faire chasser ces gens-là et que nous-mêmes entrons au front, nous allons gagner cette guerre. Il n'y a pas de guerre éternelle lorsqu'il y a la volonté, sauf s'il y a des gens dupés qui continuent à croire que la manne va tomber encore du ciel. Merci beaucoup Raphaël pour les propositions. Vous avez dit qu'il faut le plus vite dégager cette force régionale et puis renforcer notre armée. Je crois que c'est ce qui a toujours été dit. Alors, Vincent, permettez que je prenne la deuxième thématique. Dans votre 30 temps, secondes, j'ai fini. Dans votre temps, vous aurez le temps et dans votre temps, vous allez recadrer certaines choses qui ont été dites par le confrère et conclure. On va parler, tout de suite on prend la question de l'évaluation de la première zone pour l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs. Vous savez qu'on a prolongé la date, c'était prévu un mois. Après un mois, on a constaté qu'il n'y avait pas d'engouement. Est-ce que, à l'heure actuelle, la situation s'est améliorée? Alors, pour cette question, je voudrais commencer par Ben. Vous êtes des terrains, vous l'avez dit. Comment vous évaluez cette opération d'enrôlement et d'identification de manière spécifique dans la zone première? Merci beaucoup, cher Francis. Comme vous l'avez bien ici mentionné, que nous sommes les habitués du terrain. Et ça sera votre dernière prise de parole. Voilà. Allez-y. Nous sommes les habitués du terrain. Moi, j'ai fait un effort, avant d'abord de continuer avec l'argumentaire, j'ai fait un effort d'arriver sur le terrain, au bureau, poser des questions aux opérateurs pour savoir qu'en est-il vraiment de tous ces couacs dont on parle. J'ai eu des informations comme quoi il y a eu d'abord avec les formateurs qu'on a envoyés sur le terrain pour former les opérateurs, raison pour laquelle vous avez vu beaucoup de couacs. Je donne un exemple très précis, si les opérateurs qui me suivent, ils savent de quoi je parle. Lorsqu'on vous capture la photo, la machine va vous proposer 5 photos. Ça veut dire dans ces 5 photos-là, ce qui se présente en premier lieu, non, celui du milieu, c'est la photo par défaut. Celui avant, celui du milieu, ça veut dire la première photo, c'est la photo avec moins de contrastes, ça veut dire celui qui sort noir et blanc, très noir alors. Mais le formateur, lorsqu'il est arrivé, il a dit aux opérateurs, lorsque vous capturez la photo qui s'affiche au milieu, c'est la bonne photo, il faut prendre. Et c'est pourquoi les tout premiers lots de photos, il y avait des photos noires, très noires alors. Parce que c'était la proposition par défaut de la machine. Donc les formateurs n'ont pas été bien formés. C'est par après qu'ils ont compris, là c'est ce qu'ils m'ont appris comme informaticien, nous avons compris que la bonne était la 5e photo. Comme moi, quand je suis allé me faire enrôler, on a pris la photo, c'était de bonne qualité. Je me demande, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi l'opérateur m'a appris. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de tâtonnements. Raison pour laquelle j'insiste que la façon dont les opérations se déroulent, ça nous prouve à suffisance que la CENI roule pour d'autres calendriers. Parce que, à ces stades, chers amis, ne nous volons pas la face. La roue existe, il n'y a rien à inventer. Ça veut dire que
on n'aura pas les élections en 2021. J'ai participé au point de presse qui a été animé par Madame Seya, rapporteure de la CENI. Elle a plutôt loué le travail qui s'est fait sur terrain, parce qu'elle a publié des chiffres par rapport au monitoring sur l'opération dans la première zone. Vous savez, par exemple, chez vous, depuis qu'on a lancé l'ère D d'enrôlement, chez vous, dans votre province, les machines ont pris une semaine pour arriver. Et c'est seulement hier qu'on a lancé dans les centres de... Voyez tout ce qui se passe. Alors, votre conclusion? Voyez tout ce qui se passe. Moi, ici, je pense que tellement on a déjà tout est tracé pour nous amener vers déjà un glissement qui est visible à l'horizon. Je pense que ici, Denis Kadima va subir les mêmes sorts. S'il s'entête dans cette voie, il subira les mêmes sorts que ses prédécesseurs. Il sait ce qui s'est passé avec ses prédécesseurs. Je pense que les Congo ne peuvent plus revivre de tels scénarios parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont les plus grands donneurs de leçons de l'histoire du Congo. Ça veut dire ils ont passé des années à prêcher ou sinon à édicter même ce que les pouvoirs en place devaient faire. Et qu'aujourd'hui ils sont aux affaires, ils devaient mettre en pratique tous ces conseils qu'ils ont donnés lorsqu'ils étaient à l'opposition. Alors, Gilbert, vous avez la parole par rapport, contrairement à ce que Ben Kaïmbe vient d'avancer. Voilà ce que Madame Seya, par rapport au monitoring, avait indiqué. Okay. Dans la province de l'Équateur, le nombre de CI prévus c'était 746, nombre de CI opérationnel 746, c'est-à-dire que 100%. Nombre d'électeurs attendus, c'est 1 million 1800 quelque chose. Il dit nombre d'enrôlés à ce jour, c'était déjà au-delà de 600 millions quelque chose. A dit qu'il y a des avancées. Voilà, la question de l'enrôlement, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il n'est jamais tard pour apprendre. Je crois que la CENI va apprendre à ses erreurs parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Les chiffres que vous avancez sont vérifiés. Je suis en possession de ces chiffres-là, mais je j'aimerais vous donner quelques chiffres au niveau de Kinshasa, par exemple. Kinshasa, la capitale qui a 12 millions d'habitants, donc nous avons déjà 64% de gens qui se sont enrôlés. Donc c'est déjà une avancée significative. C'est 1 million pour le nombre de CI prévus, c'est 1 million 433. Le nombre de CI opérationnels, 1 433, c'est-à-dire que 100% en Kinshasa, là où nous vivons tous. Le nombre d'électeurs attendus, c'est 5 419,091. Et le nombre d'enrôlés à ce jour, c'est-à-dire que c'était avant-hier, c'était 4 300,078, c'est-à-dire que nous avons 73% de personnes enrôlées en Kinshasa. Ce sont des avancées par la CENI. C'est quand même une avancée significative. Je l'ai dit tantôt, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. La CENI va maintenant apprendre dans la prochaine zone opérationnelle, apprendre à ces erreurs pour corriger ce qui n'avait pas marché. Mais là, la question la plus importante que je me pose, c'est notamment l'enrôlement qui va commencer le 16 février dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est là où les bas blessent, parce que la première zone c'est rien, Kinshasa, Congo central, Mongale et consorts, il y a la paix, mais dans la partie est il n'y a pas la paix. Quelles sont les dispositions prises pour que les paisibles citoyens viennent s'enrôler en toute quiétude? C'est ça la question qui doit être posée. Et heureusement que dernièrement, je crois que c'était hier ou avant-hier, le Premier ministre a eu une réunion avec les ministres de la Défense et de l'Intérieur et les présidents de la CENI, au cours de laquelle ils ont pris des dispositions pour permettre à la population congolaise de s'enrôler en toute inquiétude. Et pour terminer, il faut chuter par là. Pour terminer, aujourd'hui, nous sommes agressés par les Rwandais. Il y a l'enrôlement qui commence les 16 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je suivis Paul Kagame, le président rwandais, devant le Parlement rwandais, qui disait que Tshisekedi est en train de chercher le voisin moyen
pour s'éterniser au pouvoir. Il n'a pas la volonté d'organiser les élections. Aujourd'hui, les chefs de l'État et tout son gouvernement sont prêts à organiser les élections sur les territoires congolais. Mais il y a la guerre. Qui nous agresse, c'est le Rwanda. Donc, Kagame veut une chose et son contre. Lui qui accuse le chef de l'État de ne pas vouloir organiser les élections au délai constitutionnel, c'est le même Kagame qui continue à agresser le pays pour que nous n'ayons pas les élections à la date prévue par la Constitution. Donc c'est une contradiction. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Alors, Vincent Muzungu, vous avez la parole par rapport à cette question d'enrôlement. Il y a quand même des avancées si on se base sur le monitoring de la CENI qui nous a été présenté au cours du point de presse. Vous sentez que les choses ont quand même marché par rapport au lancement, les 2 premières semaines qui ont suivi les lancements. Alors vous êtes quand même quelqu'un, journaliste de terrain. Est-ce qu'on peut continuer, on peut faire quand même foi à la CENI et nous rassurer quand même il y aura des élections? Merci bien Francis, je vais gérer mon temps d'antenne, mais je constate que Ben Kaïmbe a parlé largement, puisqu'il sur ces plateaux. Je dois revenir d'abord sur ce qui étaient ces allégations avant que nous puissions prendre la seconde thématique où Ben a oublié et tacitement la notion relative à l'État. Ben qui n'a pas compris pourquoi Mbosso pouvait donner son avis par rapport à ce qui se passe dans la partie orientale, tout de même avec la présence de l'EAC. J'ai vu Ben qui avait du mal à concilier les faits selon lesquels que Mbosso nous devait, des explications parce que nous sommes dit, nous, population, nous avons mandaté Mbosso. Et non seulement son bureau, mais également toute cette Assemblée nationale a travaillé pour nous. Donc, quand ça ne marche pas, il nous doit des explications. Mais Ben a oublié qu'après le monitoring de Mbosso, la dernière étape, c'est une copie qui est réservée à l'institution présidente de la République. Donc, ça, c'est sur le plan administratif. Cela ne voudrait pas dire que c'est Mbosso qui a la suprématie, c'est lui qui doit faire la morale au chef de l'État. Là, vous avez parlé comme les gens qui soutiennent. Non, mais c'est là, cette rhétorique, elle est de Kigali. Ce sont des gens qui sont là-bas qui pensent que Tshisekedi est malvoyant, ce qui est faux. Nous sommes dans une administration. Tshisekedi, l'institution, c'est la toute première en RDC. Et Mbosso pilote une seconde institution qui n'est pas la moindre en RDC. Et donc, il nous donne, nous, des explications. Je pense que sur le plan de la forme, c'est ce qu'il faudrait peut-être ajouter à votre argumentaire. Mais Raphaël qui disait que le président Tshisekedi se tape le luxe de voyager à tout moment, il met beaucoup de paquets concernant la sécurité. Non, mais vous voulez que le président Tshisekedi ne puisse pas être sécurisé parce que quand il veut se déplacer, il y a un paquet qui est donné à la sécurité. Mais voyez la cartographie des présidents les mieux sécurisés en RDC. Tshisekedi ne figure pas dans cette cartographie. Les institutions présidents de la République de par le monde prennent beaucoup d'argent, ne serait-ce que pour la sécurité d'un seul individu. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Si, je sais que vous êtes quelqu'un de très lettré, veuillez suivre de près ce qui se passe ailleurs. Vous allez comprendre que Tshisekedi fait beaucoup d'efforts pour couper l'hémorragie à ce qui concerne la dépense en matière financière. Concernant les élections, moi je suis très mal à l'aise de nous voir, revêtir la casquette des experts en la matière. Pourtant, on n'a pas cette casquette. Je suis très content de mon frère à côté. Je le vois, il fait un effort de rester journaliste quand il analyse. Mais Ben, il tape à côté. Là, il était en casquette d'un expert de la centrale électorale qui nous faisait des leçons. Ben a oublié que même dans des démocraties assises, les ratés, ça ne manque jamais. C'est pas moi qui ai dit que la perfection ne fait pas partie de la nature humaine. C'est ce qui s'est passé avec la CENI. Quand on a lancé les premières cartes d'électeurs, papa, c'est pas de l'invention des Kadima. Les ratés, ça existe partout. Mais
Patricien Seya, pour vous qui étiez à la CENI, vous étiez présent dans le hall quand elle animait son point de presse concernant l'évaluation à mi-parcours de cet enrôlement. Ils ont reconnu qu'il y avait des ratés, mais ce n'est pas ces ratés qui seront des freins pour la bonne et tenue des élections en 2023. Vous avez semblé dire que le calendrier électoral, la CENI roule pour d'autres calendriers. Donc, d'après vous, expert Ben KMB en matière électorale, ce qui se passe sur les terrains va nous amener au glissement. Et je comprends ici que vous et Kadima, vous avez fait les mêmes études. Là, c'était bien en qualité d'expert. Mais moi, étant journaliste, qu'est-ce que j'ai constaté? Il n'y a pas les études pour je sais que le calendrier, c'est pas une parole de l'évangile. C'est-à-dire que ce sont des prévisions. On projette, on s'est dit, si on voudrait faire des choses d'une façon claire et limpide, nous devons circonscrire ce que nous devons faire dans le temps ainsi que dans l'espace. Mais attention, les humains que nous sommes, nous avons toujours des aléas. Rappelez-vous, en 2016, nous n'avons pas eu des élections. Mais il y a eu des arguments politiques. Il y a eu également des arguments de la clameur publique. Mais nous, savions très bien qu'au-delà de l'aspect politique, il y avait également une volonté politique qui n'était pas démise pour que les élections se tiennent en 2016. Mais avec Kadima, moi, je ne vais pas dire que Kadima est Jésus-Christ qui va respecter sa parole. Mais je constate et je prends acte qu'il y a un calendrier qui a été publié. Et quand je suis la rhétorique du gouvernement, le président Tshisekedi qui a même interpellé le ministre des Finances, le patron des Finances, de mettre à la disposition de la CENI ce qu'il faut pour des bonnes élections. Je suis rassuré. Quand vous suivez Denis Kadima qui vous dit il est encore possible que nous ayons des élections dans les temps, voulez-vous que nous puissions encore faire confiance à qui? À un expert qui est Ben, qui est expert en tout. Vous aimez beaucoup Ben, je le ressens. Bon, je vois que nous devons partir vite. Mais je vais m'en vouloir si je ne parle pas de ceci. Il y a dans ces pays la volonté que nous devons tous asseoir pour que l'on aille de l'avant. Mais dans cette volonté, nous avons des individus, excusez que le terme soit sorti, inutiles, parce qu'ils pensent donner des leçons, alors qu'eux-mêmes ne sont ni exemples, ni exemplaires, ni dignes de passer sur une chaîne et parler de choses. Là, je vais parler de ce qui vient de se passer, ce qui vient de se dire sur la personne du cardinal. C'est sur mon temps. Mais les temps non, la CENI, sur la CENI, sur la CENI, il n'y a rien que je puisse dire parce que ce ne sont que des aventuriers. Le cardinal a été attaqué par un certain, il s'appelle encore qui? Mukuna, je viens de souffrir, mes chers téléspectateurs, pour voir qui est Mukuna. Même sa biographie ne figure pas sur les réseaux sociaux. On ne sait pas qui est-il, qu'est-ce qu'il a fait, mais il se prend le luxe de dire ce qu'il veut. Mes frères qui sont en train de croire encore à la parole qu'il y tient pour parler, contribuent. Il lui donne la chance de rouler, il lui transforme cet engin de route à une chambre d'hôtel. Mais il veut faire des leçons. Qu'est-ce que le cardinal Ambongo a à faire avec le président pour les haïr? Mais soyez quand même un peu... non, mais qu'est-ce que je dis ceci? Vous n'êtes pas élégant. Je dis que ça ne m'engage que moi. Non, mais ce sont des propos publics, on ne va pas vous laisser faire. Le cardinal Ambongo s'est illustré en politique. Apparemment, vous venez de parler. Non, mais apparemment, vous venez de parler. Laissez-moi vous donner peut-être. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Non, mais soyez élégant. Alors, je disais ceci. Il n'a pas de leçon à donner. Le cardinal ne peut pas haïr le chef de l'État. Nous avons été, du temps où j'étais étudiant, dans les jeudis, vous êtes là. C'est qui ont organisé ça? Ce n'est pas le prêtre de l'Église catholique? Ce n'est pas l'IDPS qui était déjà à 19h en train d'attendre avec de casseroles. À cette époque-là, le catholique était bon. Où était le Mukuna? Il n'était pas avec le FCC? Il ne prenait pas l'argent du président. Non, mais ça, c'est notre thématique. Non, mais j'ai dit que c'est dans mon temps. Je reviens sur le pourcentage. Il ne peut pas sacraliser l'image d'un évêque. On n'avait plus la parole. Pas le moindre en RDC.
ne peut pas aussi désacraliser l'image du cardinal. Mais je suis le est consacré à l'église catholique. Dites-moi, il a fait quelle étude pour devenir évêque? Lui là, on a fait quelle étude pour devenir évêque? Chez nous, c'est un processus pour devenir évêque. Il faut des études. Il l'a fait où? Il est même indécis. On vient nous prêcher ici alors que parmi les thématiques qui ont été retenues mais Francis, vous devez caler. Spécialement, vous avez des éléments à réagir. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelques secondes. Raphaël, j'ai été contre les paroles proliférées à l'encontre de notre cardinal Ambongo. Ça, c'est de un. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les élites puissent être sacralisées. Et les gens qui l'en font, qui ont fait de tels théâtres, ces gens-là mériteraient une sanction publique. Et cette sanction, nous, on l'estime que quand on les condamne, c'est une façon pour nous de dire qu'on n'est pas pour des bêtises. On veut des gens réfléchis. On veut des gens qui ont une tête sur les épaules et non des gens qui ne maîtrisent pas ce qu'ils font parce que les insultes ne peuvent pas passer. Quand ça passe, c'est-à-dire que les arguments sont contre. Mais en revanche, le cardinal, quand il tient un discours ayant un caractère politique, papa, la politique, ce n'est pas une religion. Il y a toujours une réponse. Quand il y a un camp qui se sent lésé, vous voyez vos diplômes là, mettez ça à côté. Ce pays ne s'est pas développé parce qu'à l'époque, quand Mobutu a commencé, on a plus de jeunes. Attendez, s'il vous plaît. On a plus de jeunes universitaires. Je suis par là. Quand vous parlez de diplômes, ce sont des diplômes de l'Église catholique. C'est les droits canons. On sait très bien qu'ils travaillent pour un gouvernement parce que le Vatican, c'est un pays. Le pape, c'est un souverain pontife. Je crois que c'est lui, suffisant. s'il vous plaît, il est communicateur du Vatican. Et Mukuna, étant un communicateur du peuple, non, laissez-moi. Donc le cardinal le peuple. Il a réagi. C'est les communicateurs du pouvoir. S'il vous plaît, soyons élégants. On a commencé, je crois, cette émission en beauté. Je voudrais qu'on la termine dans la même quiétude comme on l'a commencé. Alors, j'ai un petit dossier très spécifique à interpeller. J'interpelle ici le VPM, la ministre, la vice premier ministre en charge de l'environnement, Madame Eve Bazaïba, que je voudrais interpeller ici sur la question de la réserve naturelle de la province du Sonkourou. Apparemment, vous fermez les oreilles pendant que les choses évoluent très mal au Sonkourou entre le président de l'Assemblée provinciale du Sonkourou et le gouverneur. Le contrat qui a été signé entre le gouvernement congolais et l'organisation BCAI, ce qui est une organisation américaine, ces contrats attribuaient avant au gouvernement congolais 80% et à la population riveraine, je crois, une histoire de 45%. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a eu entre 80% pour un revirement de 45% et on donne à la population, il y a eu un avenant qui donne à la population riveraine 15%. De 45% à 15%, je crois que ça mérite une explication. Et donc maintenant, la lettre qui a été adressée au gouverneur de province, c'est d'abord de suspendre les activités de cette organisation, question de permettre à la population ou à l'Assemblée provinciale de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre 45 à 15%. Et donc, maintenant, il y a un bras de fer, il faut qu'on vous dise des choses, entre le gouverneur, qui, d'après lui, on doit avancer, et cette ONG doit continuer avec les activités au niveau de la province, et le président de l'Assemblée provinciale qui estime que les 15% réservés à la population est tellement insuffisant et qu'il faudrait revenir sur la table de discussion pour augmenter le pourcentage réservé à la population. Maintenant, les choses ne marchent pas. On tend vers les élections. Si on continue dans ce climat-là, je pense que demain ou le lendemain, on aura assisté à des théâtres où les gens peuvent perdre des vies. Il est encore temps qu'au niveau du gouvernement central, on regarde cette situation de près. Merci de nous avoir suivis. Merci à la technique.
vous nous avez aidés à faire parvenir ce message. Merci à vous qui êtes à la maison, très nombreux. Ce rendez-vous est fixé le samedi prochain à la même heure. Merci à Kabouya, merci à notre ami Augustin qui était... Non, je ne parlais pas d'Augustin Kabouya, cher frère. Nous avons un technicien, un excellent ici. Ah, qui s'appelle Augustin? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Augustin Kabouya, qui est le CG d'un parti présidentiel et d'ailleurs que nous respectons. Je profite pour merci les saluer. Merci beaucoup, on se voit la semaine prochaine. Un secrétaire avec la garde.